Bonjour à tous. Donc, on va commencer pour commencer l'après-midi sans retard. Donc, j'ai le plaisir d'introduire la prochaine présentation. C'est Fernanda Ribeiro qui va présenter pour les 30 prochaines minutes. Donc, je vais faire une brève introduction de sa biographie. Donc, Mme Ribeiro a reçu un baccalauréat en physiothérapie de l'Université catholique de Brasilia avec spécialisation en physio-respiratoire. Par la suite, une maîtrise en sciences de la santé de l'Université de Brasilia encore. Elle est candidate au doctorat en médecine expérimentale de l'Université Laval à Québec. Présentement, professeure adjointe à l'Université du Québec à Chicoutimi, enseignant surtout la physiologie puis la réadaptation cardio-respiratoire. Elle a aussi entamé des collaborations de recherche au groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, plus communément appelé le GRIM, se concentrant sur la fonction respiratoire lors des exercices chez les patients atteints de dystrophie myotonique type 1. Au nombre de ses intérêts de recherche, mentionnons notamment l'intégration entre les déficiences cardio-respiratoires et la capacité d'exercice dans les cas de maladies neuromusculaires et de multimorbidité. Elle a publié des articles dans des revues évaluées par des pairs sur l'oxygénation des muscles locomoteurs et l'évaluation de la fonction chez les patients atteints de maladies respiratoires chroniques, incluant certaines collaborations relatives à la fonction musculaire dans d'autres maladies comme le cancer et l'hypertension pulmonaire. Je crois qu'on pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais je vais vous laisser commencer. Vous voyez que la présentation, elle est en anglais, mais elle a finalement décidé de faire la présentation en français, donc ça sera traduit simultanément en anglais. Donc, bonne présentation. Merci beaucoup. C'est une présentation assez complète de tout ce que j'ai essayé de faire jusqu'ici. Oui, j'ai changé d'idée un peu pour mieux accueillir, je pense qu'il y a une majorité francophone, mais pour faciliter aussi pour ceux qui ne parlent pas français, les diapos sont en anglais. Donc, comme vous avez pu voir un peu par mon parcours, ce qui m'intéresse sont les réponses à l'exercice lorsqu'il a une problématique cardio-respiratoire, peu importe si cette problématique est une maladie cardio-respiratoire ou si elle est, par exemple, dans une maladie neuromusculaire qui vient causer un empêchement cardio-respiratoire. Et là, après mon arrivée à Chicoutimi, j'ai eu la chance de pouvoir rapidement connaître les groupes des recherches interdisciplinaires en maladies neuromusculaires et de commencer déjà à identifier que peut-être on devrait regarder un peu plus qu'est-ce qui arrive au niveau cardio-respiratoire des personnes atteintes d'une dystrophie musculaire du type 1. Donc, les plans de ma présentation est plus sera vraiment axé plus sur les dérangements qui peuvent avoir lieu dans les systèmes cardio-respiratoires. Aussi, quelle est la pertinence alors de la réponse cardio-respiratoire à l'effort? Je vais faire un peu plus général et après vers la DM1. Aussi, quelle est la pertinence, si jamais ça existe, d'étudier la désaturation de l'oxygène induite par l'exercice lorsque les patients vont avoir une DM1. Et quelles sont les perspectives, selon moi? Donc là, je dirais que ça, c'est plus une discussion qu'on peut avoir entre la recherche et la clinique. Donc, nous savons que dans la DM1, environ 80% des patients peuvent avoir des manifestations cardiaques, dont les arythmies et les troubles des conductions sont les manifestations les plus communes, les plus souvent trouvées. Occasionnellement, ils ont des cardiomyopathies. Donc, au contraire des Duchenne qui ont beaucoup de cardiomyopathies, dans la DM1, il n'y a pas autant de cardiomyopathies. Mais à cause des troubles des conductions, la mort subite est la principale cause de mortalité cardiaque chez ces patients-là. Mais la prise en charge, elle est plutôt vers une surveillance par ECG, une surveillance par certains tests. Occasionnellement, seulement pour les patients les plus jeunes, c'est recommandé et c'est même au niveau B d'évidence de faire un test de stress
à l'exercice. Du côté respiratoire, nous savons aussi que c'est une grande cause de mortalité dans cette population. Et les principaux troubles que nous allons trouver, ce sont les réductions des capacités vitales forcées, réduction des capacités inspiratoires, réduction des capacités vitales pour ces patients-là, en plus des réductions de pression des muscles respiratoires, qui sont la mesure des forces des muscles respiratoires, et aussi une réduction du débit des pointes à la toux, que c'est la principale mesure qu'on utilise pour identifier la capacité de ces patients de protéger les voies aériennes, par exemple, de se débarrasser des sécrétions. Donc, quand on parle alors des prises en charge respiratoires, nous voyons qu'il y a même déjà des lignes directrices développées pour ces patients-là, de comment on va prendre en charge, combien souvent ces patients-là seront réévalués. Par exemple, s'ils sont asymptomatiques ou s'ils sont symptomatiques, chose que m'attire un peu l'attention parce que je trouve que c'est difficile d'établir symptomatique et asymptomatique chez une population avec certains troubles cognitifs, certaines atteintes comme l'apathie. Mais pour l'instant, c'est comme ça que c'est défini et on va axer surtout sur la capacité vitale forcée. Cependant, ce que je me demande comme physiothérapeute des formations, comme professeur en physiothérapie, c'est mais qu'est-ce qui arrive avec les volumes pulmonaires pendant l'exercice? Parce que dans ma base de recherche, j'ai fait beaucoup d'études sur la réponse à l'exercice chez les personnes qui ont des maladies pulmonaires obstructives chroniques, quelques-uns avec fibrose pulmonaire. Et si je fais une analogie, pour ces personnes-là avec un trouble respiratoire, c'est très important de comprendre comment les volumes pulmonaires ils se comportent non seulement en repos, quand ils vont faire une spirométrie pour une évaluation de base, mais aussi à l'exercice. Donc, si on regarde ici, ça, c'est une réponse normale à l'exercice. On va axer seulement sur les volumes courants à l'exercice. Donc, quand on respire plus rapidement qu'on est en train de faire un effort, on respire légèrement plus profondément et on est capable quand même de venir chercher un peu plus d'air. Donc, ça, c'est la capacité inspiratoire pendant l'effort. Quand il a un trouble respiratoire, dans ces cas ici, c'est plus un trouble obstructif, mais l'important, c'est de comprendre que les volumes courants vont diminuer beaucoup et ils vont s'approcher beaucoup de la capacité pulmonaire totale que la personne est capable de faire. C'est comme si les poumons étaient déjà trop gonflés. Les problèmes de ça, c'est que on commence à se demander alors, est-ce que les patients vont... Je vais juste retourner un petit peu. Est-ce que les patients vont avoir ce type de réponse ou ce type de réponse-là? Dans le fond, quand on n'est pas capable de bien expandre la cage thoracique, on va avoir une réponse très semblable à cette réponse d'une personne qui a une maladie au niveau pulmonaire. Donc, on se demande pourquoi ces patients avec DMA, alors, peuvent être à risque d'avoir une réponse pendant l'effort, une réponse ventilatoire qui est inappropriée. Deux choses sont décrites dans la littérature déjà, une mieux que l'autre. Donc, la faiblesse des muscles respiratoires, qui est une faiblesse qui est progressive et qui va faire en sorte qu'on ne soit pas capable d'augmenter les volumes courants pendant que l'exercice continue. Donc, on ne sera pas capable de garder l'intensité d'exercice par une manque des volumes courants. Et aussi, il y a seulement un article qui a publié cette évidence-là. Les centres respiratoires, donc vraiment au cerveau, il y a une certaine insensibilité au CO2. Donc, lorsqu'on fait un exercice, les CO2 dans la circulation, il augmente. Et ça, c'est les signes principaux dans les troncs cérébrales pour augmenter la ventilation. Cependant, il y a déjà des évidences que pour les patients avec DMA, ça n'arrive pas pour certains. Donc, ils ont besoin d'un niveau trop élevé de CO2 ou la réponse, elle arrive tardivement.
Donc ça, c'est une certaine insensibilité qui peut leur déranger à répondre des façons appropriées pendant qu'ils font un effort. Et là, si on fait un retour à la première année de l'université, c'est-à-dire physiologie, on va se rappeler, concentrez-vous sur l'image au centre, que lorsqu'il y a une ventilation alvéolaire qui n'est pas appropriée, on risque d'avoir de l'hypoxémie. Pourquoi? Parce qu'on va avoir trop de débits sanguins pour des alvéoles qui ne reçoivent pas assez d'oxygène et qui ne se débarrassent pas assez de la quantité produite des CO2 par les tissus. Les problèmes de ça, alors, c'est qu'on va avoir une basse ventilation-perfusion. Mais chez les DM1, dans la façon comme je comprends leur physiologie, ils ont des problèmes d'arythmie et de conduction qui vont déranger probablement pendant l'effort les débits cardiaques. Et en même temps, ils vont avoir cette réduction des ventilations alvéolaires causée surtout par la faiblesse des muscles respiratoires qui va faire en sorte que leur ventilation va être réduite. Mais comme ces choses ne s'équilibrent pas, parfois il y a trop de sang pour pas assez de ventilation, c'est plutôt ça qui arrive. Ces patients, ils sont susceptibles à faire de l'hypoxémie, c'est-à-dire une quantité basse d'oxygène dans les sangs artériels. Quand on pense à la prise en charge de ces patients-là, ce n'est pas toujours à l'exercice, c'est rarement à l'exercice que ces patients sont évalués. Souvent, l'ECG, il y a un ECG de repos. L'échocardiogramme, parce que la technique rarement permet autrement, c'est en repos. Les tests des fonctions pulmonaires sont des réponses en repos. Et les gaz artériels qu'on fait, ça fait seulement un portrait dès l'instant en repos. Donc, si jamais on mesure tout en repos, comment on va savoir qu'est-ce qui arrive si la ventilation alvéolaire est requise pour augmenter, comme par exemple à l'exercice? Donc, on n'aurait pas cette réponse-là. Et c'est de là que j'ai commencé à réfléchir si ces patients ont une difficulté d'augmenter la ventilation alvéolaire, tels que d'autres patients que j'avais déjà vus, comme des patients qui ont une fibrose pulmonaire. La cause est différente, mais l'effet est le même. Ils ne sont pas capables d'augmenter la quantité d'air dans les alvéoles. OK? Donc, j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis dit, comment je pourrais prendre une façon simple de mesurer cette réponse-là? La façon la plus simple faite en clinique, je voulais quelque chose qui reflète la réalité de la clinique, en clinique et aussi en recherche, c'est les tests des marches de 6 minutes. Et ces tests-là, il est déjà considéré faisable et un test reproductible et un test sensible au changement pour la population DM1. Et c'est un test aussi qui va représenter de façon appropriée les activités de la vie de tous les jours que les patients font. C'est pourquoi il est appelé un test des capacités fonctionnelles à l'exercice et pas un test des capacités aérobie ni un test des capacités maximales. Les résultats principaux est la distance totale, mais on peut facilement ajouter à ces tests-là une mesure de la fréquence cardiaque et de la saturation périphérique en oxygène. Donc, par ce type d'appareil-là, et je voulais juste souligner que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les compagnies, on a des appareils maintenant qui sont capables d'enregistrer et qui ne sont pas si sensibles au mouvement. Okay? Ce sont des appareils qui ont été conçus pour les tests des marches. Donc, on est capable d'enregistrer tout le temps qu'est-ce qui arrive avec la saturation. Si la saturation est réduite, c'est déjà un signe pour nous que l'oxygénation, elle est inappropriée, la réponse cardio-respiratoire, elle est inappropriée. À ça, on donne les noms de désaturation induite par l'exercice. La désaturation induite par l'exercice, elle a une valeur prognostique déjà décrite pour plusieurs maladies respiratoires, quelques maladies cardiaques comme l'insuffisance cardiaque. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont des descriptions dans la littérature de la conséquence de faire hypoxémie artérielle intermittente. Donc, des fois, la personne fait une baisse d'oxygène dans le sang,
ça récupère. Ça baisse, ça récupère. Les problèmes de ça, c'est que c'est déjà connu, autant pour les personnes en santé qui vont en altitude, par exemple, que pour les personnes avec des maladies chroniques cardio-respiratoires. C'est décrit que ça peut affecter la régulation cardiovasculaire, surtout la régulation de la pression artérielle. Et si on pense au DM1, alors qu'ils sont déjà susceptibles aux arythmies, ce sera un point très problématique. La fonction du muscle squelettique, donc là où j'ai étudié plus jusqu'ici, les patients qui ont une MPOC seront des patients qui vont avoir plus de fatigue, par exemple, quand ils ont de hypoxémie intermittente, et aussi de troubles cognitifs, parce que les manques d'oxygène artériel, il affecte tous les organes. Donc, il peut affecter aussi les cerveaux, selon la sévérité, combien de temps ça dure, ou ces épisodes durent également. Donc là, j'ai décidé d'étudier quelle est alors, est-ce que cette désaturation induite par l'exercice est détectable pendant un test des marches de 6 minutes? Et là, nous avons profité d'une étude longitudinale qui était faite au GRIM et nous avons mesuré la saturation chez 69 personnes. Je vais juste aller plus rapidement ici. Donc, les mesures des bases, la saturation mesurée pendant les tests des marches de 6 minutes. Et alors, on avait adopté deux critères des désaturations. Je vais me concentrer plutôt à 88 %. OK? Et les résultats préliminaires que nous avons, c'est que oui, il y a quelques patients qui font exactement ces comportements ici. Leur saturation est normale pendant les repos, et au fur et à mesure que les tests de marche progressent, ils commencent à avoir une réduction de la saturation. Ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire que leur système cardiaque et ou respiratoire n'est pas capable de répondre de façon appropriée. Donc, la plupart de nos patients, pour l'instant, sont des hommes, OK? Nous avons étudié seulement phénotype adulte et adulte tardif, et en moyenne, leur fonction pulmonaire est quand même normale, considérée dans les normales, mais à l'exception des pressions respiratoires qui reflètent la force des muscles respiratoires. Nous avons eu des comportements comme ça aussi, des patients qui ont une saturation normale et qui sont capables de garder relativement bien sans réduire en bas des 90 %, et des patients qui commencent déjà très limite et qui vont avoir des désaturations très importantes. Les résultats principaux que nous avons pour l'instant, c'est 25 % de ces patients-là dont les données étaient valides, donc 59 patients, 25 % de ces patients ont une désaturation détectable pendant un test des marches de 6 minutes. L'importance de ça, c'est que, à ma connaissance, les seules études qui vont étudier cette désaturation intermittente sont des études qui ont été faites pendant les sommeils de ces patients-là, mais aucune étude n'a été faite pendant l'exercice. Ce qui m'a relativement surpris aussi, c'est que l'effort qui est fait pendant un test de marche de 6 minutes, c'est une vitesse auto-sélectionnée, donc c'est un effort sous-maximal. Ce n'est pas un effort très intense, mais qui est capable, pour certains patients, d'induire de l'hypoxémie. Donc, je me demande, est-ce que probablement ces patients sont en train d'avoir ça aussi pendant les activités de la vie quotidienne, comme par exemple monter une marche, monter un escalier. Et je me base un peu sur certaines leçons apprises avec les patients avec MPOC, parce que lorsque la désaturation induite par l'exercice elle est présente, on a plus de risques de mortalité, on a plus de risques aussi de déclin de la fonction pulmonaire et une perte de masse maigre plus élevée. Donc, est-ce que ça, c'est aussi en train d'arriver avec les patients avec DM1. Et là, je me suis demandé, est-ce que alors ceux qui désaturent ont une moins bonne capacité d'exercice? Et la conclusion pour l'instant, c'est que non. Même si on manque un peu de puissance statistique ici, ceux qui désaturent en rouge vont avoir une moyenne des distances des marches en 6 minutes plus basses, mais nous allons trouver autant des patients qui désaturent que des patients qui ne désaturent pas avec très grande distance, et autant des patients qui
désaturent et patients qui ne désaturent pas avec une très basse distance des marches. Donc, les messages ici, je vais juste sauter un petit peu la question d'association entre distance des marches et maladies respiratoires, mais les messages à garder ici, c'est qu'une distance normale ou élevée dans les tests de marche de 6 minutes ne va pas nous assurer qu'il n'y a pas de désaturation. C'est possible que la désaturation soit là pareil. Et quand nous avons cherché, alors, est-ce qu'il a une influence de la fonction pulmonaire des bases, la fonction pulmonaire mesurée à un repos? Je n'ai pas vraiment trouvé une association, mais on trouve quand même que les patients qui désaturent ont en moyenne une CVF plus basse. Ils ont aussi une capacité pulmonaire totale plus basse pour ceux qui désaturent. Donc, ça nous indique que, oui, avoir une fonction pulmonaire déjà un peu compromise peut avoir un effet sur l'effet de désaturer pendant les tests de marche. Et ça, c'est important à cause exactement de la prise en charge. Donc, ces patients qui désaturent vont se trouver ici dans une prise en charge qui demande déjà un peu plus de surveillance. Si on pense à la force des muscles respiratoires, seulement pour les muscles inspiratoires, c'est arrivé. Et on avait aussi un peu de problème de diffusion, qui peut être à cause de pneumonie répétée ou à la présence d'une maladie respiratoire associée, comme MPOC, comme asthme, une autre maladie chronique. Mais nous n'avons pas vu de différence des proportions des patients qui ont des phénotypes adultes par rapport à adultes tardifs. Il y a un peu plus de patients adultes, des phénotypes adultes chez ceux qui désaturent, mais ce n'est pas significativement différent. Peut-être c'est un effet de la taille d'échantillon également. Donc là, je voulais juste terminer avec les messages clés, qui c'est l'exercice, il peut dévoiler des troubles cardio-respiratoires qui ne sont pas détectables en repos. Tous ces patients que nous avons évalués, leur saturation était normale en repos, c'est-à-dire que leur saturation était plus haute que 90%. Et la plupart, vraiment très normale, 95%. Mais lorsqu'on le met à faire un exercice sous-maximal, qui n'est pas un exercice très intense, ils vont avoir une désaturation. Donc, elle peut être alors détectable par un test de terrain, aussi simple que les tests de marche de 6 minutes. Ils pouvaient nous aider, et c'est pourquoi j'ai mis ici « to be continued », à comprendre quels sont les déterminants dans les caractéristiques des patients, quels sont les déterminants de l'occurrence de désaturation induite par l'exercice. Est-ce qu'il a une valeur prognostique pour ces patients-là? On ne sait pas encore de faire ce type de test. Et est-ce que ça peut jouer un rôle sur comment on prescrit et comment les patients répondent à l'entraînement? Parce que nous avons vu avec un autre travail du groupe que les patients peuvent répondre à l'entraînement. Mais est-ce que ceux qui désaturent pendant l'effort répondent aussi bien? Est-ce qu'on devrait considérer la désaturation comme un indice de sécurité aussi pour ces patients pendant qu'ils font un entraînement? Donc, je voulais terminer en remerciant tous les groupes du GRIM, mais surtout ces 3 premières personnes ici, qui sont les personnes qui ont grandement facilité l'exécution de ces travaux. Sans eux, ce ne serait pas possible d'être arrivé où nous sommes là. Et aussi à tous les organismes subventionnaires qui, de façon directe ou indirecte, ont contribué à ces travaux-là. Je suis très ouverte aux questions et surtout aux suggestions. Bonjour, Josée Larochelle, physiatre pédiatrique Sainte-Justine, Marie-Enfant, puis le CIUS de l'Estrie à Sherbrooke. Donc, ma question, c'est en lien, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour voir l'effet de l'activité physique sur la fonction cardiaque chez les enfants avec maladies neuromusculaires, que ce soit dystrophie myotonique de type 1 ou autre? Les enfants, je ne sais pas. Je sais que pour les phénotypes adultes, il y a un travail, si je ne me trompe pas, de 2012 qui voyait plutôt la variabilité de la fréquence cardiaque. Mais ils n'ont pas trouvé vraiment d'effet. Peut-être quelqu'un qui a étudié un peu plus ça déjà que moi. Là. Mais donc, il y avait une variabilité de la fréquence cardiaque, chose qui est quand même un peu attendue, mais il n'y avait pas un effet bénéfique de la réalisation de l'exercice.
Je dirais que c'est beaucoup la façon de prescrire l'exercice qui peut jouer un rôle. Oui? Bonjour Fernanda, merci beaucoup pour la belle présentation, c'était très clair. Moi, je me demandais de plus en plus, on a des études qui montrent que l'exercice est sécuritaire au niveau musculaire pour les personnes atteintes de la DM1, puis on commence à recommander de plus en plus l'exercice pour tenter de maintenir les capacités. Je me demandais, est-ce que de savoir que la désaturation arrive avec l'exercice pourrait être un facteur un peu de contre-indication à ces recommandations-là qu'on offre? Et quel indicateur serait peut-être le meilleur, peut-être la capacité vitale forcée, pour savoir la contre-indication? Donc, pour ta première question, j'aimerais pas être la personne qui vient jeter l'eau froide dans la chose, mais c'est exactement de là que cette idée est née. Parce que je faisais beaucoup d'échanges avec Élise Duchesne, qui est ma collègue à l'UQAC, et on se demandait, parce qu'elle voyait un peu plus les côtés du muscle, les côtés biologiques, et moi, je pensais toujours au cœur et au poumon. Et donc, cette idée est née exactement de ça. Est-ce que s'ils désaturent, on va prescrire de la même façon? Est-ce qu'on va prescrire? Est-ce qu'on va les empêcher de faire? Est-ce qu'on va faire autrement? Donc, je n'ai pas encore cette réponse-là, mais je pense que c'est une chose, cette évaluation à l'effort dans les maladies neuromusculaires en général, selon moi, c'est une chose qui devrait être un peu plus dans notre tête, parce qu'ils ont une limitation à répondre lorsqu'ils ne sont pas capables d'augmenter leur volume pulmonaire pendant l'exercice tel qu'il requis. C'est ça qui leur freine pour continuer les activités, et c'est ça aussi qui peut leur mettre en danger, parce que faire une désaturation à 80%, c'est un danger d'infarctus pour une population qui fait déjà de la mort subite. Je ne veux pas trop vendre ma salade, j'aimerais que ça ne leur arrive pas. Heureusement, c'est seulement 25% pour ce qu'on a réussi à démontrer. J'ai oublié ta deuxième question, désolée. En fait, je me demandais si on pouvait utiliser comme indicateur pour essayer de contre-indiquer un peu l'exercice, la capacité vitale forcée. C'était pas très fort encore comme résultat, mais on se demandait si ça serait pour éventuellement être poussé. La capacité vitale forcée, c'est un indice pronostic pour toutes les maladies pour lesquelles on mesure. Donc, souvent, quand elle est plus basse que 60% environ, les patients ont déjà des troubles de sommeil, font déjà des hypoventilations. Plus basse que 50-40%, les patients font même des hypoventilations alvéolaires diurnes, c'est-à-dire ils retiennent du CO2 dans les sangs. Donc, c'est déjà fait, dans le fond. Mais je pense que ce n'est pas les meilleurs indices pour indiquer ou pas l'exercice. Est-ce que vous avez des idées de quels seraient les meilleurs indicateurs? Je pense que c'est exactement de trouver les déterminants pour faire une jonction entre capacité vitale et saturation. Merci beaucoup, très intéressant. Mais c'est juste un guessing pour l'instant. Je vais refaire du pouce sur ma question initiale, puis par rapport à ce qu'elle vient de dire. C'est un peu ma question, parce qu'il y a une équipe qui est ici à l'IUCPQ, l'Institut universitaire de cardiologie pulmonaire. C'est où j'ai étudié. Oui, une super équipe, dans le fond, qui travaille avec des patients qui ont des maladies cardiopulmonaires, ou cardiaques ou pulmonaires, qui parlent de gens qui désaturent à un effort minimal, puis avec la réadaptation cardiopulmonaire, améliorent leur capacité cardiaque et ou pulmonaire. Donc, c'est pour ça que j'entends la question, mais est-ce que le fait qu'une désaturation à l'effort a vraiment un effet néfaste? Et oui, peut-être, mais est-ce qu'on peut le réadapter pour l'amener à un niveau un peu supérieur, comme on fait avec les gens qui ont des maladies cardiaques ou pulmonaires? C'est dans le fond, OK, là, je comprends. Parce que vous faites la première étape, vous avez mentionné que les prochaines étapes, ça va être d'aller voir est-ce qu'on peut faire de la réadaptation. Fait qu'avant de dire que l'exercice est contre-indiqué, je pense que c'est important de dire, bien, renseignons-nous davantage sur l'effet néfaste et faisons la prochaine étape de recherche. Est-ce qu'on peut améliorer leur capacité cardiaque et pulmonaire? Là c'est exactement, parce que moi, j'ai étudié au l'UCPQ. Donc, la question, c'est que pour les patients insuffisance cardiaque et maladie pulmonaire chronique, par exemple, l'amélioration qu'on observe dans l'exercice n'est pas dans la fonction, donc leur fonction pulmonaire n'améliore pas. La fonction cardiaque, parfois, améliore un peu. Si l'insuffisance cardiaque est déjà un peu plus avancée, améliore très peu. Mais ce qu'on voit dans l'amélioration de la capacité d'exercice de ces patients, c'est à cause de l'amélioration de la capacité des muscles d'utiliser l'oxygène disponible. Donc, pour les cas d'MPOC, par exemple, c'était exactement un des sujets de ma thèse. On donne l'oxygène à ces personnes-là pendant qu'ils font les efforts.
pour voir si ça favorise un peu le muscle, si ça réduit un peu leur effort respiratoire. Donc, la physiopathologie est différente. Et une autre chose aussi, c'est que les patients avec maladie neuromusculaire, ils vont continuer à perdre cette fonction ventilatoire-là. Donc, ils peuvent avoir une certaine amélioration, oui, mais je pense que ça va être toujours freiné par la progression de la maladie. C'est une question de recherche. Ah oui, tout à fait. Mais vous pouvez me... Oui, merci beaucoup.